Bonne année Bertrand Bonne année Xavier, que et bonne cette année à année. tous. Voilà, bonne année à tous. On commence 2025 sur les chapeaux de roue avec beaucoup Oui. comment dire, beaucoup d'abonnés en plus là qu'on a eu pendant les vacances de Noël, Malgré notre absence, parce qu'on malgré notre absence. s'excuse, Et absence de 15 visiblement, jours. il fallait se reposer un petit peu, mais visiblement les vidéos de notre coloc ont occupé pas mal l'audience pendant les vacances, puisqu'on a fini de publier la dernière juste avant les vacances de Noël. Et quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de vues et beaucoup d'abonnés supplémentaires. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont regardé, qui nous suivent. Un grand merci à certains de nos intervenants aussi qui ont vraiment joué le jeu, comme Philippe Fabry qui a partagé la vidéo de notre colloque, qui a invité à suivre Action Écologie aussi. Donc on est de plus en plus connus. On a fait une très belle fin d'année 2024 grâce à vous tous. Donc on vous remercie. Maintenant 2025 commence. On vous souhaite nos meilleurs voeux et on compte sur vous pour cette année. Alors il y en a pour qui l'année commence pas forcément très bien, c'est les Californiens, puisqu'il y a des grands feux à Los Angeles. Eh oui, des inondations en Espagne, des problèmes à Mayotte, et puis évidemment des problèmes aussi du côté des États-Unis d'Amérique. Et bon, ce que je veux dire par là, c'est que bah, c'est habituel, la météo, le climat, eh bien, il y a toujours des événements constamment sur Terre, mais il y a toujours exactement les mêmes genres de polémiques. C'est ça qui est assez marrant, même si la situation est un peu tragique. Alors pour une fois, là, c'est pas comme à Mayotte, c'est pas vraiment les pauvres, j'ai l'impression, qui sont concernés, c'est plutôt des gens très, très riches qui habitent sur la côte californienne. Mais enfin, n'empêche que c'est un gros problème. Et comme d'habitude, on voit exactement les mêmes genres de polémiques entre deux camps, disons, entre le camp de gauche, pour faire simple, et les responsables californiens, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à la vieille Europe, et puis les responsables américains nouveaux, disons, entre Trump, Elon Musk, etc. Et la polémique étant toujours la même, c'est-à-dire que les responsables politiques sur place n'ont pas fait assez attention aux politiques de prévention ou ont mis en avant d'autres priorités, puisqu'il y a des polémiques sur finalement la baisse des fonds qui sont consacrés à la lutte contre les incendies, alors qu'ils sont importants en Californie, comme chacun sait. Et puis aussi, il y a une polémique, alors figure-toi, sur un animal, je ne sais pas si tu as vu. Alors c'est un éperlan, je crois en français, c'est le smelt, c'est un tout petit poisson endémique d'un delta de Californie. Évidemment, il y a toujours des mesures de protection, tu sais, qui ont tendance à comment dire, avoir la priorité sur d'autres éléments. Et donc, il y a une polémique. Alors, cette polémique dure depuis très longtemps, au moins, il y a des choses depuis 2016, je crois, ou 2017, où on voit déjà Trump parler du smelt, c'est son nom anglais, petit poisson donc endémique. Et donc, il y a des mesures de protection, et on imagine que c'est, comment dire, des mesures pour protéger les milieux aquatiques, et donc donner l'eau au milieu naturel plutôt que prendre de l'eau. Alors, d'abord, il y avait les questions d'agriculture, mais aussi pour la prévention des incendies. En tout cas, organiser la gestion de l'eau en fonction des incendies ou en fonction des espèces, deux objectifs qui peuvent être contradictoires. Donc, c'est un peu la polémique qui est en ce moment, en Californie. Et c'est toujours les mêmes polémiques qu'il y a eu aussi, tu sais, sur le grand incendie qu'il y a eu en France à la tête de Bûche, je crois qu'on dit comme ça, dans le sud-ouest de la France, je crois il y a un an, il y a eu un énorme incendie, Hmm. et où, tu sais, on parlait de l'entretien, puisque Oui. ce qu'il faut faire pour éviter les incendies, c'est entretenir la forêt, éviter l'embroussaillement, créer des zones, disons, pour couper les incendies, comme on en voit un peu partout. Il y a eu aussi les mêmes genres de polémiques pendant les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque tu sais qu'on parlait des fossés, comment il fallait curer les fossés justement pour permettre à l'eau de s'évacuer, etc. Et donc à chaque fois, tu as ces contradictions entre ces enjeux écologiques où tu as de plus en plus de politiques écologiques qui veulent protéger les espaces naturels, donc en les laissant comme tels, sans les entretenir finalement, et puis les autres enjeux qui disent exactement le contraire. Et donc il y a eu aussi ces éléments de polémique pour les incendies de forêt en Australie aussi, puisque tu sais que c'est quelque chose de traditionnel en Australie de faire brûler le bush pour pouvoir l'entretenir.
Or, ces pratiques sont de moins en moins fréquentes. Et donc, quand il y a un feu qui s'enclenche, tu as beaucoup de matière à brûler, et donc tout part en fumée, et tu as des méga incendies. C'est le risque d'ailleurs dans le sud de la France, comme on en avait pu parler sur cette chaîne. Plus on lutte contre les incendies, plus on peut favoriser des méga-feux. Parce que, évidemment, dans les années précédentes, ces méga-feux, il y aura pas eu de feu, quoi, pour faire simple. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, il y a toutes ces polémiques qui existent. Et il est assez, je pense, euh, probable que des politiques écologiques aient favorisé en partie les feux de forêt en Californie, même si ils peuvent être liés, parce que c'est toujours pareil, on dit c'est lié au changement climatique. Réponse facile. Non, c'est davantage lié au manque d'efficacité des politiques de prévention des risques qui doivent être implantées dans toutes les régions à risque précisément. Et la Californie est une région très très à risque. On ne peut pas dire qu'il y ait d'ailleurs d'augmentation des sécheresses dans ces zones-là. C'est toujours des zones qui ont vécu des sécheresses. Il n'y a pas particulièrement d'augmentation, même si tu as une augmentation quand même euh, un peu des températures moyennes dans ces zones-là. Mais donc aussi des incendies qui sont toujours d'origine, ça on l'avait vu il y a quelques années sur les grands feux californiens, qui sont d'origine humaine, avec des défaillances de réseaux électriques par exemple. Et là on a vu des départs à plusieurs endroits, et donc les feux sont toujours d'origine humaine. Et si on veut être vraiment très cash, Bertrand, Ouais, on a vu par exemple, quelques voix de politiques. Alors bon, on peut citer Guillaume Pelletier en France, mais il y en a évidemment, c'est pas des gens qui ces gens ne parlent pas de nulle part, hein. Ils ont un agenda idéologique eux aussi, et ils sont pas forcément des experts, mais qui accusent très clairement en fait, la gauche d'une manière générale d'être à l'origine de ce genre de catastrophe. Non seulement, comme tu l'as dit, parce qu'ils prennent pas les précautions nécessaires, en raison de comment dire? De précautions environnementales peut-être exagérées, et aussi parce que tout simplement ils ont un vrai problème de personnel avec les logiques aux États-Unis qui étaient en vigueur, de diversité, et égalité, inclusion, etc., et qu'il n'y a ouais. peut-être pas les bonnes personnes aux bonnes places. En fait, Oui, donc bon, c'est effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Alors, moi, je me méfie toujours un peu. Je pense qu'effectivement, ça existe. On a vu que la responsable des pompiers, là-bas sur place, dans des interviews passées, en fait, où on voyait que sa priorité, c'était l'inclusion, tu vois, les choses comme ça. Donc, je sais pas, quand tu es pompier, la priorité, c'est de lutter contre le feu, ça me paraissait logique, et pas d'autres choses. Et donc, ils ont des priorités, des obsessions comme ça. Et c'est vrai qu'une partie de la droite dénonce ce chose-là. Alors moi, je veux être un peu prudent, si tu veux. Je pense que ces aspects-là existent, c'est évident. Je pense qu'effectivement, ces zones-là sont obsédées par des questions un peu périphériques, et qu'ils en oublient l'essentiel. Et ça, on trouve ça un peu en France. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a joué dans ces incendies-là, tu vois. Mais c'est sûr que ce genre de considération existe, de même que oui, ces considérations de wokisme, en fait, et puis environnemental, parce que souvent ça va avec, ça concerne toujours ces zones très, très ancrées à gauche, quoi. Ça, c'est vrai. bah, c'est ça, disons que c'est encore une fois l'illustration de l'entremêlement des considérations écologiques et sociétales, quoi. Oui, oui, absolument, ça va un peu ensemble, mais où on oublie encore une fois l'essentiel, que les espaces naturels s'entretiennent en fait, surtout quand l'urbanisme a pris beaucoup d'importance, quoi. Donc, surtout que c'est des zones immenses. Enfin, la Californie, c'est vraiment immense. Tu sais qu'il y a un étalement urbain très important, donc c'est hyper dur à gérer. Donc, il faut vraiment euh, s'organiser de façon très importante. Par exemple, là, dans les zones, on s'est aperçu il y avait pas d'eau dans les réservoirs ou dans les. Tu vois, c'est absolument pas normal, parce qu'en fait, les polémiques qui ont lieu en ce moment, c'est que l'eau est disponible, il suffit juste d'organiser les choses et de mettre les moyens pour prévenir les risques. C'est de la prévention des risques. Et donc, c'est pas. Alors, on pourrait dire, comme d'habitude, il y a les Verts qui disent ah bah, voyez l'urgence de lutter contre le changement climatique. Mais c'est débile comme réflexion. Parce que tu comprends bien que c'est pas enfin, je veux dire, le système est en inertie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des politiques de prévention et d'adaptation, point. Euh, donc voilà, je crois qu'on est capable, surtout les États-Unis sont capables de mettre en œuvre des politiques de prévention des risques, comme en France également. Voilà. Bah, est-ce qu'on va faire en France, aussi une comment dire? Une évolution? Est-ce qu'on va assister à une évolution des considérations écologiques avec, le gouvernement actuel? Puisqu'on était bien parti quelque part avec Barnier,
qui semblait raisonnable sur ces sujets-là. Maintenant, est-ce qu'avec, François Bayrou, ça va être la continuité ou c'est autre chose? Ouais, écoute, alors je sais pas combien de temps ça va durer ce gouvernement. Il va probablement tomber dans les semaines qui viennent, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Tu sais, nous, l'indicateur principal des gouvernements, c'est ce que devient le ministère de l'écologie. Puisque nous, on est pour un retour, hein, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, un retour du ministère de l'Environnement qui s'occupe de la prévention des risques naturels, des pollutions, des nuisances, et puis des questions de biodiversité, etc. Mais on est pour donc un ministère de l'Environnement resserré et surtout sans certaines thématiques que sont l'énergie, les transports et le logement. Puisque ça n'a rien à voir pour nous avec des politiques de l'environnement, c'est d'abord des politiques sectorielles qui ont d'autres objectifs. Bon, bref, et c'est toujours l'enjeu de voir dans les nouveaux gouvernements qu'est-ce qu'on a fait de ces questions-là. Et ben, l'énergie qui était dans le ministère de l'écologie, dans le ministère d'avant, eh bien, il repart, donc c'est une très bonne chose, et il est en fait à l'intérieur du ministère de l'économie. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et de même que le logement et les transports, qui étaient déjà partis, eh bien, sont aussi dans le ministère en fait de l'aménagement du territoire et de l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est très bien. Alors, il y a une nouveauté quand même qui est très problématique, je dirais. Alors, je te dis le titre du ministère. Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Alors, c'est quoi la nouveauté? Alors, peut-être c'est la biodiversité. Je ne sais pas si le mot biodiversité a été dans l'intitulé du ministère avant. Mais évidemment, c'est logique qu'on le voit là. Par contre, il y a la mer et la pêche. Alors ça c'est vraiment le coup de bambou, si tu veux. S'il n'y a rien de mieux pour détruire la pêche, de le mettre dans le ministère de l'écologie. Puisque le ministère de l'écologie, il est intéressé davantage par les questions de biodiversité, par exemple. Donc, il va faire le ministère de la pêche, il va favoriser les pêcheurs que sont les dauphins, mais je ne suis pas sûr qu'il favorise les pêcheurs que sont les marins pêcheurs humains. Donc ça, c'est la deuxième fois, en fait, que la pêche est rattachée au ministère de l'écologie, et je pense que c'est une grosse connerie. Il faut que cette pêche soit gérée au niveau du ministère de l'Agriculture, puisque c'est une politique qui doit être qui est là pour produire et produire des denrées alimentaires issues de la pêche. Or là, on va avoir une domination, comme d'habitude, de la dimension environnementale, et donc on va avoir la dimension économique va être secondaire du coup. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Bon, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, et je ne sais pas pourquoi on le voit apparaître au niveau du ministère de l'écologie, peut-être parce que Mme Pannier-Runacher avait perdu l'énergie. Je ne sais pas si c'est ce genre de considérations qui ont présidé à la décision, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur le ministère de l'écologie. Donc un ministère resserré, mais qui gagne la pêche, et ce qui est vraiment bizarre. Par contre, au niveau du gouvernement, il y a un truc intéressant, c'est Éric Lombard. Tu sais, c'est qui Éric Lombard? Oui, le ministre de l'économie. Ah, c'est bien, t'es un bon élève, toi. Passionné de politique depuis toujours. Donc Éric Lombard, qui est un banquier en fait, et puis quelqu'un qui a travaillé dans les assurances, dans le privé, qui a, dans les années 90, a fait quelques cabinets ministériels, dont celui de Michel Sapin, je crois. Et après avoir fait un peu voilà, été dans le privé, il a été donc directeur ou président, je ne sais pas comment on dit, de la Caisse de dépôt. Et alors, j'ai écouté ses interviews à ce moment-là. Alors, c'est plutôt quelqu'un, si tu veux, qui n'a pas un profil d'environnementaliste, évidemment, ou d'écologiste. Mais alors, il a été un peu transformé au fil du temps, un peu comme Juppé, qui avait qui était devenu tout à coup écologiste après sa condamnation et après avoir fait un petit tour au Québec. Et puis là, lui aussi, j'ai l'impression, il est tombé dedans tout à coup. Et donc, pendant qu'il était président de la Caisse des dépôts, eh bien, la mission principale qu'il s'était donnée, a-t-il dit, c'était la priorité et la transformation écologique. Donc, avec des investissements très importants. Et il citait souvent, très souvent, il cite l'énergie, bien sûr, la production d'énergie décarbonée. Il cite assez peu le nucléaire. Par contre, son truc, c'est vraiment les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Quand il était président de la Caisse des dépôts, il parlait énormément de ces questions-là. Et donc, il était pour aider évidemment les entreprises et les collectivités à développer ce genre d'énergie.
Et puis, donc sa priorité, c'était celle-là, hein, et puis, en 2023 même, il y a eu une interview où alors c'était 100 milliards qui étaient consacrés pour 5 ans, hein, en 2023, 100 milliards d'euros consacrés à la transition écologique, donc à la décarbonation, pour faire simple. Le projet qui n'aboutira jamais à rien, hein, on est d'accord, qui n'aura jamais aucun impact, si ce n'est peut-être baisser un peu de quelques pouillèmes les émissions françaises, mais c'est bien tout, puisqu'on s'en fout des émissions françaises, ce qui compte c'est le monde entier et il n'y a aucune évolution, bien au contraire. Donc voilà, 100 milliards pour la décarbonation. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été interrogé en tant que ministre de l'économie, et sa priorité, a-t-il dit, est toujours la même, celle, je garde cette grande priorité qui est la décarbonation et la transition écologique. Donc moi, si j'étais ministre de l'économie, personnellement, je ferais attention et je mettrais ma priorité sur les déficits publics qui sont en grande partie dus, enfin non, partie dus aux politiques écologiques qui ne servent à rien, enfin aux politiques anti-CO2 qui ne servent à rien. Donc c'est plutôt un profil assez inquiétant dans ce sens-là. Alors c'est aussi un adorateur de Thomas Piketty qu'il a cité dès sa prise de fonction. Et donc, alors, il y a un truc rigolo qui est passé sur X. Alors, on voit, tu sais, trois personnages au fil du temps. Alors, d'abord, tu as Giscard d'Estaing, je crois que c'est Giscard, qui parle de la politique française du nucléaire pour développer le nucléaire, etc. Après, tu vois parler Macron. Et alors, Macron parle de, tu sais, il faut diminuer de 50% l'énergie nucléaire. Et puis après, tu vois Monsieur Lombard qui parle de Fessenheim et de la grande réussite de Fessenheim, qui est la politique pour faire revenir un crapaud suite à l'arrêt de Fessenheim. Et donc, c'est la grande politique de la Caisse des dépôts pour faire revenir le crapaud. Alors, je crois que c'est le pélobat brun. Voilà, donc tu vois l'évolution au fil du temps des considérations de l'État par rapport. Voilà, c'était un petit truc rigolo qui est passé sur X. Mais tu vois que Lombard est très très habité par ces questions écologiques. Et donc, voilà, comment dire, on se réjouissait que l'énergie soit maintenant du côté de l'économie, mais avec un tel personnage à la tête du ministère, on peut s'interroger quand même sur la politique de l'État dans ce domaine-là, surtout vu ses obsessions sur les énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le solaire. Est-ce qu'on n'a pas quand même un motif de réjouissance avec Bayrou, Premier ministre, puisque c'est quelqu'un qui vient du monde paysan et qui est sensible à la question paysanne? Ouais, t'exagères un peu. Bon, paysan, oui, c'est vrai il joue beaucoup sur son côté béarnais, tu sais. Alors, je crois qu'il a des ânes ou des chevaux, ou je sais pas quoi. Bon, j'ai jamais compris en Même quoi les ça. tracteurs aussi. Ah oui, des tracteurs, bon. Oui, oui, il cultive cette image depuis toujours. Mais bon, je suis pas sûr que c'est. Pour le coup, là, vraiment, l'écologie, je crois pas que ce soit un truc qui est. euh, dont Bayrou ait fait une priorité pendant sa carrière politique, hein. Contrairement à Barnier, effectivement, qui avait vraiment un parcours dans ce domaine-là assez approfondi. Lui, Bayrou, c'est pas du tout le cas, hein. Donc, je crois qu'il aura d'autres chats à fouetter. C'est vrai. Alors, Si- dans la politique française une autre grosse actu cette semaine, c'est le décès de Jean-Marie Le Pen, donc à 96 ans, le fondateur du Front National, qui est décédé mardi et alors c'est quelqu'un qui a pas beaucoup parlé d'écologie d'une manière générale dans tout son parcours politique. En revanche, il aura laissé une expression qui est très utilisée, puisque même Olivier Véran l'avait utilisée il n'y a pas très longtemps, c'est l'expression de pastèque. Ouais, c'est ça. Alors, a priori, et c'est vrai que Le Pen n'a jamais vraiment beaucoup parlé d'écologie. Alors, bon, j'avais lu ses mémoires, enfin, la premier tome de ses mémoires, mais je crois pas, parce que tu sais, c'est quelqu'un du terroir, donc forcément, il est un peu comme Bayrou. Il vient de la Trinité-sur-Mer, et donc il a cette expérience affective aussi du territoire, disons. Et donc, il doit très certainement avoir eu des pages, mais j'en ai plus le souvenir sur la nature et ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas. Voilà. Mais dans une émission de télé, il avait effectivement amené une pastèque et il avait montré voilà, les verts, c'est roux, c'est vert à l'extérieur, oui, et rouge à l'intérieur. Et donc, c'est lui qui a peut-être laissé à la postérité, en tout cas en France, cette expression qui est reprise par absolument tout le monde et qui n'est pas fausse, hein. On voit que les thématiques des verts sont extrêmement rouges en réalité.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur Jean-Marie Le Pen, si ce n'est aussi qu'il était assez proche. Alors il est très critique sur l'énergie nucléaire quand même. Et alors, il avait raconté il avait subi des problèmes lors de l'explosion de Tchernobyl, puisqu'il était en train de en train de bronzer sur sa terrasse à Cannes, chez sa femme, je crois. Et alors, il était à poil, et donc il a eu des problèmes de thyroïde après ça, et donc il a été un irradié de Tchernobyl, tu vois. Bon, ça l'a pas empêché de vivre très longtemps, hein, puisque Oui, les cancers de la thyroïde sont quand même des cancers qui sont pas dangereux en fait. et puis ça remonte à Euh, 1986. oui, oui, ça date un peu, oui. Ça date, oui. Donc voilà, puisque le sud de la France avait été apparemment touché pas mal, la Corse, et puis je sais pas, le sud. Non, puisque ça Ouais. s'arrêtait aux frontières. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a toute cette légende que ça s'était arrêté aux frontières. Il y a toute une littérature là-dessus d'ailleurs. Je suis un des Euh, rares êtres humains, tu sais, à avoir dormi à Tchernobyl. ah, c'est vrai? Oui, oui, absolument. J'ai fait un reportage pour Transition Énergie et pour Causeur. Enfin, j'ai fait deux articles, donc suite à... Oui, j'ai passé 3 jours à Tchernobyl, enfin dans la zone de Tchernobyl. Et j'ai dormi à Tchernobyl. Une zone en fait qui est encore très habitée en fait. Il y a plein de gens, il y a des entreprises, enfin il y a du monde contrairement à ce qu'on croit dans la zone de Tchernobyl, enfin dans certaines zones dans la zone de Tchernobyl. Et c'est une zone extraordinaire que j'ai adoré moi visiter. J'ai entendu les loups et on a fait des photographies d'animaux. On a vu des cerfs, des élans. C'est une zone magnifique, naturelle, alors avec plein de ruines bien sûr, mais comparé aux zones alentours qui sont où il y a de l'agriculture plutôt intensive, eh bien c'est une zone très très agréable, voilà. Donc avec beaucoup de diversité encore, enfin de biodiversité. Ah oui, énormément, oui, justement. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, alors évidemment, il y a beaucoup de nature, donc quand les hommes s'en vont, même s'ils sont toujours là, mais globalement, c'est quand même une zone qui est réservée à la nature maintenant. Ça s'est évidemment beaucoup développé. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a certaines espèces qui ont disparu, figure-toi, avec les hommes. Et ça, c'est la cigogne blanche, par exemple. Ça a été rapporté par un garde sur place. Le dernier couple de cigognes blanches à s'être reproduit dans Tchernobyl, ça date, je crois, de 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Parce que c'est une espèce qui a besoin de zones ouvertes et donc qui, qui a besoin d'une activité humaine. À partir du moment où le territoire se referme avec de la forêt, eh bien, ça n'intéresse plus la cigogne. Donc, tu vois, euh, certaines espèces aussi ont disparu à cause du retour de la nature. Enfin, voilà, c'est intéressant à voir. Je te posais la question parce que, il va y avoir, à l'Institut de France un colloque sur la biodiversité qui disparaît, en fait, cette Ah fois. oui, C'est pas les rassuristes, c'est de nouveau les alarmistes, là, cette fois, qui prennent le ouais. qui prennent le dessus. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Tu peux nous en parler un petit peu? Ah ouais, incroyable. Tu te souviens que nous avons organisé un colloque devenu fameux qui restera dans l'histoire à l'Académie, à l'Institut de France, on le répète, pas sous la coupole, mais presque, et qui s'appelait euh, euh, Comprendre le phénomène écologie. Écologie. Voilà. Et donc, l'Académie des sciences, dont son président était très en colère et a voulu interdire l'événement parce qu'on parlait du phénomène écologie, hein. Oh là là, c'est vraiment. Non, on avait vraiment des personnages dangereux, hein. Et notre parole est dangereux. Les 8 docteurs que nous étions vraiment des dangers pour la nation et pour l'environnement. Et donc, on a voulu nous interdire. Mais alors, là, l'Académie des sciences est en train d'organiser un colloque, figure-toi, pour février. Et ça s'appelle L'effondrement de la biodiversité met-il l'humanité en danger? Point d'interrogation. Et alors, je te lis le sous-titre. Imaginez un monde où les abeilles ont disparu, où nos forêts sont de plus en plus silencieuses, et où les océans se vident de la majorité des formes de vie. Point d'interrogation. Voilà l'événement organisé par l'Académie des sciences sous la coupole. Inscription gratuite, allez-y nombreux. Donc on voit là un alarmisme complètement décomplexé. Alors là, il n'y a aucun problème pour organiser ce genre d'événement. Au contraire, hein, il y a beaucoup plus d'argent que ce qui est mis dans notre propre colloque. Et là, personne ne s'insurge, évidemment. Donc évidemment qu'ils ont le droit d'organiser un événement sur la biodiversité. Mais alors là, un alarmisme, c'est les ONG, ça pourrait être les ONG qui l'organisent, franchement, vu le sous-titre, hein. Il faut comprendre que les abeilles n'ont pas disparu et elles augmentent beaucoup leur population dans le monde d'ailleurs. Et Bon, les Bertrand, forêts sont de plus en plus en bonne santé en Europe.
J'allais Donc, justement venir, à ça, ça va être l'occasion, on va le faire, on va faire une émission spéciale sans doute, de nouveau sur la biodiversité parce que ça semble tout indiquer là. ouais, c'est ça. Bah, moi, je l'ai dit depuis longtemps, en fait, il y a un épuisement sur l'alarmisme climatique, parce qu'on n'en peut plus. Et donc, il y a une crise de remplacement, crise de substitution. C'est celle de la biodiversité. Et il y a plein de gens qui, voilà, comme je l'avais déjà cité, hein, comme Gaspard Koenig, par exemple, des gens qui passent dans Thinkerview aussi. Là, je ne sais plus comment il s'appelle, ce gars-là. J'ai vu Didier Raoult, hein, et tous ces gens-là disent, non, non, le climat, c'est pas grave. Le vrai sujet, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc, c'est la crise de remplacement qui vient. Et donc, c'est notre rôle d'en parler, surtout qu'on connaît bien le sujet quand même. Merci beaucoup Bertrand. De rien, à très vite. À très vite et puis likez, Abonnez-vous. abonnez-vous comme d'habitude. À bientôt. Salut.